Dans Le Brief, l'actualité est présentée par de vrais connaisseurs. Chez Argenta, c'est votre expert en patrimoine qui vous connaît vraiment. Argenta, c'est aussi simple que ça. Le Brief spécial. Bonjour à toutes et à tous. Une centaine de fusillades par an, c'est le rythme de la violence armée à Bruxelles. Une triste routine dont on a encore eu l'illustration le week-end dernier et en début de semaine. Pourquoi ces fusillades en plein Bruxelles ? Un dossier chaud, décodé par l'Écho. Des tirs à l'arme de guerre sur le commissariat d'Anderlecht, des échanges de coups de feu dans les rues de Saint-Gilles ou de Forêt. Le quartier de la gare du Midi à Bruxelles est-il devenu une zone de non-droit aux mains de la pègre et des trafiquants ? Bruxelles est-elle devenue une plaque tournante des réseaux mafieux ? Dans ce brief spécial, on va tenter de comprendre ce qui explique ces poussées de violence et ces fusillades quasi quotidiennes dans certains quartiers de la capitale. Deux invités pour répondre à ces questions. Julien Balboni, journaliste judiciaire à l'Écho. Bonjour Julien. Bonjour. Et Frédéric Van Leu, procureur général du parquet de Bruxelles. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je suis Laurent Fabry et vous écoutez Le Brief. Des coups de feu ont été tirés donc vendredi dernier contre le commissariat de la rue Demosthène à Anderlecht, des tirs à l'arme automatique. Les sources policières évoquaient des représailles à la suite des actions judiciaires menées durant l'été contre les trafiquants de drogue. Peu après, durant le week-end et ce lundi soir encore, d'autres fusillades ont eu lieu dans d'autres communes bruxelloises, mais toujours à proximité de la gare du Midi. À Saint-Gilles notamment, des tirs cette fois dirigés non plus contre les forces de l'ordre, mais plutôt entre bandes rivales, semble-t-il, des bandes actives donc dans le trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, est descendu sur les lieux cette semaine et il a annoncé dans la foulée l'envoi d'une quarantaine de policiers fédéraux supplémentaires. Et puis les communes bruxelloises vont renforcer la zone de police Bruxelles-Midi avec des effectifs venant d'autres zones. Julien, ces fusillades, on n'en parle pas tous les jours, mais enfin, elles sont monnaie courante dans la capitale, non ? Oui, on en a environ quasiment 70 incidents de tir depuis le début de l'année. On est un petit peu dans les moyennes des 2 années précédentes. On peut imaginer qu'on va arriver à la centaine à la fin de l'année. Malheureusement, ce qui fait une fusillade tous les 3 ou 4 jours, c'est évidemment énorme. Alors, c'est un phénomène qui existe depuis quelques années. Post-Covid, on considère que voilà, le premier meurtre par arme à feu sur fond de narcotrafic date de 2020 et depuis le phénomène n'a fait que s'amplifier malgré la réponse des autorités qui a changé de politique pénale à ce sujet. Oui. Frédéric, comment expliquer ces poussées de violence dans la capitale ? Pourquoi ces guerres de gangs ? Bon, il y a des facteurs multiples. Effectivement, il y a eu un grand tournant après le Covid avec l'affaire SkyCC, où quelque part ce qui se passait de façon cachée, un peu sous la surface de la mer, a été révélé. Où tout d'un coup, il y a eu des grosses actions avec le gros procès qui s'est passé de SkyCC, où des dizaines de personnes ont été condamnées, ce qui a créé un vide et a créé un appel d'air pour maîtriser un marché qui était extrêmement juteux. Et donc, vu les enjeux, nous sommes confrontés depuis quelques années à des rivalités entre bandes et à une bataille pour essayer d'obtenir le plus possible de parts de marché dans ce marché qui est extrêmement juteux, qui est le commerce de la cocaïne. Les autres choses, évidemment, les autres éléments sont le fait que ce commerce de la cocaïne, avec la mondialisation, a été rendu beaucoup plus facile, puisque les chaînes de production, les chaînes logistiques sont devenues très très courtes. Et donc, on a un marché européen qui est inondé par la cocaïne. Ça veut dire que le commerce, le narcotrafic à Bruxelles se développe terriblement, c'est en croissance constante et assez impressionnante. Alors, faut dire, Bruxelles et la Belgique sont une chaîne logistique absolument cruciale aussi
pour l'Europe. Rien que, par exemple, dans la diffusion des vaccins au moment du Covid, la Belgique était considérée par l'Europe comme un hub logistique tout à fait primordial. Et donc, c'est le cas aussi pour les trafiquants de cocaïne, puisque heureusement, toute l'agro qui arrive à Anvers n'est pas consommée en Belgique. La Belgique est un endroit et un point d'entrée important pour l'économie légale, mais aussi pour l'économie illégale. Voilà. Et je rebondis un petit peu sur vos propos sur les revenus juteux. On considère des sources policières et je dis ça, considère qu'un point de deal, c'est 50 000 euros par jour. Alors on peut imaginer à quel point c'est précieux pour les trafiquants. On considère également que quelqu'un qui fait le guet toute la journée va gagner 100, peut-être 150 euros net par jour, net d'impôts, ce qui représente à la fin du mois un salaire qui est supérieur à celui de leurs parents. Hein. Donc on parle d'enfants très jeunes, voilà. Et c'est quelque chose qui c'est l'appât du gain en fait, hein, qui gouverne un petit peu tout ça. Quoi. Alors on pointe beaucoup dans ces fusillades les communes d'Anderlecht, de Saint-Gilles, de Forêt, celle de la zone de police Midi globalement. Certains quartiers de ces communes sont devenus des zones de non-droit, Frédéric ? Alors, malheureusement, c'est des zones où il est très difficile de faire respecter le droit. On est dans une société où il est difficile d'avoir un policier à chaque coin de rue, et même quand il y a des policiers à chaque coin de rue, on voit qu'il y a parfois même des fusillades qui se passent. Il y a un affrontement entre différents clans, on va dire ça comme ça, qui se préoccupent très très peu en fait de l'ordre public, qui se préoccupent très très peu d'être discrets. Et dans ces circonstances-là, c'est vraiment très très compliqué. Deuxièmement, on a à Bruxelles des quartiers qui sont quand même extrêmement précarisés et qui peut-être n'ont pas bénéficié d'une certaine attention et donc qui sont utilisés comme plaque tournante pour pouvoir générer tous ces profits. Et donc oui, on a des quartiers, on a distingué ce qu'on appelle des hotspots, qui sont des quartiers pas nécessairement où les habitants sont des trafiquants, mais où le trafic se passe et où toute une série d'opérations se passent, où une série de choses sont cachées, etc., qui doivent attirer l'attention et qui méritent quand même un petit peu plus de surveillance et plus d'attention, pas uniquement répressive. Ça, c'est notre rôle à nous au niveau du parquet, mais aussi, je pense qu'il y a une certaine politique aussi d'aide, d'aller à la rencontre des problématiques de ces gens de ces gens du quartier pour pouvoir les aider. C'est vrai qu'on a des gens de plus en plus jeunes, mais quel modèle ces jeunes ont, hein? On est dans le modèle des réseaux sociaux, le modèle du moi idéal, souvent très riche avec beaucoup d'argent, etc., qui est vendu à nos jeunes. Pour moi, ce qu'on a besoin, c'est véritablement un changement de culture, parce que pour le moment, tout le monde est perdu un peu dans son propre monde avec son propre smartphone, et ce sont les conditions idéales. On l'a vu d'un côté il y a quelques années avec les jeunes qui partaient, les djihadistes qui partaient, mais je pense qu'on est dans les mêmes conditions ici par rapport à l'attrait de l'argent, etc. Et une fois que vous êtes dans ce circuit-là, c'est très très difficile d'en sortir, parce que vous avez commis des infractions, et donc vous êtes tenu aussi par la bande et par votre passé qui peut vous rattraper. Les bourgmestres des communes concernées réclament davantage de moyens, davantage d'effectifs. Alors on l'a dit, la zone de Bruxelles-Midi va être renforcée, avec des policiers fédéraux, avec des policiers qui viennent d'autres zones de police aussi. Et puis à noter que le mercredi soir, le Conseil régional de sécurité a pris une série de mesures pour tenter d'endiguer ces fusillades, dont l'installation rapide d'une 20aine de caméras de surveillance. Alors Julien, dans un de tes papiers en début de semaine, tu pointais justement l'état déplorable des dispositifs de surveillance notamment. Il y a aussi un problème de ce côté-là. Oui, il y a un énorme problème de caméras de surveillance en fait. Le fédéral et le ministère de l'Intérieur s'en est bien rendu compte. Ils ont débloqué 20 millions d'euros pour créer un cadastre des caméras de police et des caméras de vidéosurveillance à travers le pays, mais également pour réparer les caméras endommagées et en installer d'autres. Mais le gros problème, c'est ce qui est constaté par le chef de la zone de police Midi, le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, mais également par plusieurs sources policières, c'est qu'il y a des manques de caméras
en bon état dans des endroits cruciaux. On pense notamment à la place Bethléem, qui a une caméra en état de fonctionnement, mais qui est tellement mal fichue qu'on ne parvient pas à identifier des personnes. C'est catastrophique parce qu'on sait très bien que les caméras de vidéosurveillance, c'est un outil primordial dans la recherche d'auteurs de faits criminels et délictuels. Et le temps qu'il faut pour installer des caméras, parfois on va jusqu'à 2 ans. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de vous poser la question. Le problème des caméras, c'est un vieux problème. On en a déjà parlé la période du terreau. Rappelez-vous, les caméras de l'aéroport ne permettaient pas d'identifier leur mot chapeau. Il nous a fallu quand même plusieurs semaines pour identifier la personne dont il s'agissait, alors qu'il avait été filmé par les caméras à plusieurs endroits. Donc, le problème de la technologie, c'est que c'est quelque chose qui coûte cher. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'entretien. Mais les fonds sont là, justement. C'est du matériel qui est souvent endommagé aussi dans les différents quartiers parce qu'on ne veut pas à peine installé. Et puis le problème des caméras pose l'autre problème, effectivement, de est-ce que l'on est prêt à avoir une société avec des caméras partout. Et voilà, ici on dit que l'utilisation des caméras, ce sera pour lutter contre la drogue, mais demain, ce sera peut-être pour voir si vous sortez votre sac poubelle pas au bon moment, ou bien pour d'autres questions en fonction de la personne qui dirige les caméras. Je pense que mettre des caméras partout n'est pas nécessairement la solution. Effectivement, ça nous permet de résoudre plein de choses. Si ça vient en plus d'un travail de fond qui peut permettre de travailler avec les familles, de travailler avec les jeunes, etc., il y a quand même la population de Bruxelles est extrêmement jeune, est extrêmement désœuvrée aussi. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on est dans les 30-40% quand même. Et donc, il faut trouver une solution par rapport à ça, parce que effectivement, si vous n'avez rien pour vivre ou pour faire vos loisirs ou pour vivre dans la société que l'on a maintenant, ils vont chercher un statut dans un autre type de choses. Et je ne veux pas stigmatiser les jeunes. On a aussi toute une problématique avec Bruxelles, qui est le point d'entrée unique de personnes qui demandent l'asile ou de sans-papiers. Moi, je constate quand même qu'on renvoie en rue pas mal de ces personnes-là. Et comme Bruxelles est le point d'entrée unique, ces personnes sont renvoyées en rue à Bruxelles. Ouais. Donc ces gens-là doivent survivre aussi. Et on se retrouve avec une crise non seulement humanitaire, mais en même temps avec des gens qui doivent survivre et qui sont des oiseaux pour le chat, pour les organisations criminelles. Et on rappelle que beaucoup de vendeurs en rue sont des personnes qui sont sans titre de séjour, qui ne parlent ni français ni néerlandais, qui sont les cibles privilégiées et les premières cibles des tirs, en fait. Oui, et donc voilà, il faut, je pense. La question, c'est, moi, bon voilà, on entend maintenant les politiques qui se jettent la balle, etc. Je pense que chacun essaie évidemment, avec ses compétences, de faire quelque chose. Ça, je ne mets pas cela en doute. La seule chose, c'est qu'il faudrait un peu une vision commune de ce qui se passe. Je pense qu'une ville comme Bruxelles, mais en même temps notre pays, parce que notre pays est quand même assez petit, a besoin d'une vision commune de qu'est-ce qu'on fait pour affronter ce problème-là. On parle beaucoup de Bruxelles, mais le problème des bombes et des grenades qui étaient jetées sur les portes à Anvers, c'est un problème que j'avais déjà dénoncé quand j'étais encore procureur fédéral. C'est vraiment quelque chose auquel on est aussi confronté. C'est une violence quand même qui attire peut-être un peu moins l'attention parce que bon voilà, les gens pensent que la criminalité organisée, voilà, c'est entre eux et puis voilà. Tandis que le terreau, on se voit tous comme une victime potentielle, mais c'est quand même une problématique qui finit par faire des victimes, et des victimes non seulement les gens qui sont pris dans cet engrenage de ces organisations criminelles, sans parler des risques aussi quand on tire la Kalachnikov en rue. Parfois, il y a des impacts de balles qui vont dans les chambres des enfants. Et c'est arrivé ce week-end, une dame s'est fait casser sa fenêtre par une balle. Oui, tout à fait. Alors on le disait en commençant, les tirs contre le commissariat d'Anderlecht viendraient de représailles après les actions policières menées durant l'été. Les forces de police ne sont donc pas totalement impuissantes, elles font leur boulot et ça produit des résultats, Frédéric. Ça, je peux vous garantir que les forces de police et le parquet de Bruxelles en particulier, et les chiffres le démontrent, qu'en 1 an et demi, le parquet de Bruxelles est arrivé à un taux de poursuite qui est équivalent au parquet d'Anvers, alors qu'auparavant, le parquet de Bruxelles était dans les derniers. Donc, il y a eu un effort énorme de la part du parquet de Bruxelles, parfois aux dépens d'autres matières, et ça nous inquiète aussi. L'autre problématique étant que, une fois que le dossier est dans le pipeline judiciaire,
en général, en première instance, ça va, mais au niveau de la cour d'appel, vu l'arriéré de la cour d'appel, avant que le dossier fasse l'objet d'une condamnation définitive, il faut parfois des années. Et donc là aussi, il y a un appel aux politiques en disant, ben voilà, pour le moment, on dit qu'au soi-disant qu'on va renforcer la justice. Moi, je constate que les mesures qu'il y a eu ces derniers temps, c'est plutôt pour rendre plus cher un policier, pour rendre plus cher un magistrat. Hein. On augmente les cotisations patronales, etc. sur les policiers, sur les magistrats. Et donc, pour le même budget, au lieu d'engager 3 magistrats, je peux en engager que 2. Et donc là, il faudrait quand même un petit peu être cohérent avec la vision. Soit on veut faire quelque chose, mais alors à ce moment-là, on laisse la possibilité d'engager plus de personnes au niveau des forces de l'ordre. Soit on donne la priorité à des choix idéologiques, mais là, à ce moment-là, on assume aussi le problème que la justice ne savent pas tout suivre et tout traiter. Ça ne sert à rien de renforcer les policiers et la première instance si la cour d'appel ne sait pas suivre. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile à faire comprendre aux gens. On a une véritable chaîne pénale qui doit être renforcée à tous les niveaux. Selon les statistiques policières et judiciaires, Bruxelles serait plus sûr qu'aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ça veut dire que c'est le type de criminalité aussi qui a changé ? Oui, et c'est vrai ce que vous dites. Le problème, c'est le type de criminalité a changé, la médiatisation a changé aussi, et c'est anxiogène, et ça donne une impression comme quoi, on vit à Chicago, alors que je peux vous garantir que dans les années 80, Bruxelles était beaucoup moins sûre qu'elle l'est actuellement. Mais donc oui, effectivement, les chiffres montrent qu'il y a moins de criminalité, même si on est quand même confronté à une violence qui est totalement inacceptable. Je ne vais pas utiliser le fait de dire, vous savez, il y a moins de criminalité, on travaille bien. Non, il faut absolument enrayer cette problématique qui est quand même inquiétante. Donc c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, penser de façon très holistique. C'est ce que dit aussi la commissaire Droog. Il faut vraiment agir sur beaucoup d'autres plans et pas uniquement le répressif. Vous savez, moi je prends les échecs de la société. Et donc souvent c'est à moi qu'on demande des comptes. Mais j'utilise toujours cette image, je suis le pompier qui éteint les incendies. Il faut peut-être se poser la question pourquoi les incendies démarrent. Hein, c'est peut-être une image d'actualité, mais vous pouvez renforcer les pompiers tant que vous voulez, mais si les incendies démarrent partout, il faudra continuer à renforcer les pompiers. Et donc, je pense, oui, il faut renforcer la police fédérale. C'est assez scandaleux avec une ville de Bruxelles dont la population a augmenté quand même ces 30 dernières années d'une façon importante, qui est la plus jeune population du pays, etc., que non seulement le cadre de la police fédérale n'est pas augmenté, mais qu'en plus de ça, le cadre ne soit pas rempli. Et ça, c'est assez scandaleux, je trouve. Et là, on vit un petit peu, on paie un peu la structure un peu fédérale, où chacun se regarde un peu en disant ça, c'est ta responsabilité, ça, c'est ta responsabilité. Je pense que c'est une responsabilité commune et qu'on doit en arriver véritablement à une prise de conscience commune, parce que voilà, quand ça saute à Bruxelles, ça saute quelque part dans toute la Belgique aussi à un certain moment. Justement, quel est votre regard sur cette structure belge où on assistait le week-end dernier à mais jusqu'à hier encore, à une série d'invectives politiques, de renvois, de sortage de parapluies, de renvois de balles. Est-ce qu'on gagnerait pas à modifier la structure de manière plus verticale dans la lutte contre ce phénomène du narcotrafic, et notamment en arrêtant cette dilution des responsabilités? Les problèmes de structure, ça peut être une solution, mais ça peut pas être la solution unique. Parce qu'on pouvait modifier les structures tant que vous voulez. C'est ce que je dis. Si à un certain moment, il n'y a pas une prise de conscience, on a pensé les structures actuelles de la police au moment de l'affaire Dutroux. Je pense que maintenant, et je crois que le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice sont occupés à repenser la structure de la police fédérale. C'était pas facile, mais on est confronté quand même à un pays où il y a beaucoup de policiers, mais assez peu de policiers sur le terrain quelque part. Je pense aussi, moi, qu'il y aurait quand même beaucoup plus de mérite à repenser un milieu où on n'a pas uniquement une police d'intervention avec des gens qui ne connaissent pas le quartier mais qui interviennent dans des circonstances aiguës et très très compliquées, etc. à chaque fois, mais parallèlement de développer de nouveau quand même toute une police de proximité qui connaît les quartiers, qui connaît les parents, qui savent attirer l'attention d'un parent quand un gamin ou une gamine déconne, etc. ou fait des choses qui ne passent pas directement
directement au répressif, parce que à un certain moment, ça c'est ce que je constate aussi, si on passe directement au répressif, on obtient parfois l'effet contraire avec des jeunes qui se dressent contre la police et qui sont énormément de frustration. Donc je pense que là aussi, redévelopper un réseau un peu plus de proximité, mais plus d'accent sur les agents de quartier qui connaissent tout le monde, qui savent qui est qui, etc. Redévelopper les contacts personnels, c'est important. On est à l'époque du contactless, donc c'est pas uniquement la banque, c'est pour tout. Même les messages se font sans contact maintenant. Je pense qu'on doit revenir au contact parce que c'est vraiment c'est en recréant du lien qu'on va réussir à résoudre cette problématique. Garder la proximité et le sens du terrain, même si le problème du narcotrafic est global, ce sera la conclusion de ce brief spécial pour comprendre pourquoi la violence éclate dans Bruxelles. Merci Frédéric Van Leu d'avoir été notre invité pour ce brief spécial. Voici les 3 points qu'il faut en retenir. Le narcotrafic est devenu une entreprise et un business mondial. La Belgique, en tant que plaque tournante logistique, n'y échappe évidemment pas, avec des guerres de gangs et des bandes rivales qui se cachent de moins en moins et qui recrutent des petites mains de plus en plus jeunes, attirées par cet argent facile. Les moyens manquent en hommes et en matériel. La Belgique compte déjà pourtant pas mal de forces de l'ordre, mais les cadres ne sont pas toujours remplis. Les moyens de surveillance aussi, comme les caméras par exemple, font souvent défaut, mais leur utilisation peut poser question sur le plan démocratique. Le narcotrafic nécessite certainement une structure et une politique plus centralisée, comme ce fut le cas pour combattre le terrorisme. Mais pour éviter que les jeunes se retrouvent aussi facilement dans les réseaux mafieux, il faut aussi une police de proximité qui connaisse les gens et qui puisse en parler avec les parents. C'est la fin de ce brief spécial. Merci de votre écoute et de votre fidélité. À bientôt. C'était l'essentiel de l'info en 7 points avec le brief. Chez Argenta, l'essentiel tient en 2 points. Voici le bref. Premier point. Nous rendons le personal banking vraiment personnalisé, grâce à des conseils financiers à taille humaine, également pour les grands patrimoines. Deuxième point. Des investissements exclusifs et un banquier qui vous connaît. Voici comment nous faisons la différence chez Argenta, avec des conseils qui vous correspondent vraiment. C'était le bref d'Argenta. C'est aussi simple que ça.